le Facebook Live. Hein, je te fais signe, hein, dès qu'on est prêt, mais il faut une minute ou deux. Je fais au plus vite, je te dis. Oui, tu me lis au micro ? Oui, j'attends. Tu me dis au micro ? Hein ? Oui. Est-ce que vous avez une petite bouteille d'eau ? Je te fais signe dès que... Et on est reparti, deuxième duo. Un peu plus, j'allais dire, on rentre dans la matière. Parce qu'on parle de matière première, d'énergie renouvelable, de métaux également, avec Dorothée Brouwez, qui est donc une ancienne journaliste, qui vous dirigez maintenant Tech for Life. En livre, je vais citer L'urgence du vivant. Et puis Guillaume Pitron, journaliste, réalisateur de documentaire, auteur du livre La guerre des métaux rares. C'est pour ça que je dis qu'on va parler plus de métaux rares. Et on va parler aussi beaucoup cette fois-ci. On l'a évoqué avec Jean-Pierre Dupuis et Fabrice Flippo. On a évoqué évidemment tout ce qui est du ressort des énergies renouvelables. C'est au cœur de la transition écologique. C'est au cœur de l'actualité en ce moment. On va pas revenir sur les gilets jaunes. Mais je pense que pour mieux en parler, il faut commencer par définir ce qu'est énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'on entend par renouvelable ? Ça veut dire quoi, renouvelable ? Guillaume Pitron, je vous laisse commencer. Alors je commence, peut-être d'abord cette table ronde est très importante, elle va parler de matière parce que c'est bien que ces discussions soient ancrées dans le sol et qu'on n'ait pas, qu'on pense pas à toutes les technologies qui nous arrivent et qui permettent notre prospérité sans les penser hors sol. Nous sommes dans un monde de matières premières. Notre prospérité est permise aujourd'hui par l'accès que nous avons à toutes sortes de matières premières. Et les énergies renouvelables, justement, les fameuses voitures électriques, panneaux solaires, éoliennes, mais aussi les technologies numériques qui permettent de faire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire d'améliorer l'efficacité des énergies renouvelables, eh bien ces technologies-là également sont fortement consommatrices de matières premières. Je vous rappelle quand même que l'OCDE vient de sortir une étude dans laquelle il est dit, d'ici 2060, compte tenu de nos besoins pour nos modes de vie actuels qui vont, selon l'OCDE, s'améliorer d'ici 2060, et bien en 2060, le monde aura besoin de 2 fois plus de matières premières par rapport aux matières premières qui sont déjà utilisées par l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Donc les matières premières, c'est la base de tout, et pourtant, nous n'avons jamais eu autant la conviction aujourd'hui, et notamment avec les énergies renouvelables, que nous nous sommes affranchis de la matière. Que finalement nous pouvons nous en passer. Je cite par exemple Yannick Jadot qui tout récemment dit il faut se sevrer du pétrole et du charbon et il faut devenir dépendant du soleil et du vent. Donc c'est-à-dire que dans cette phrase-là, dans cette citation-là, il y a cette idée que les énergies renouvelables, eh bien, c'est quelque part un lien direct entre les éléments qui sont impalpables. Le soleil est impalpable, les rayons, le vent est impalpable, et la prise qui va nous permettre de nous chauffer, de nous déplacer et d'envoyer des SMS après avoir rechargé notre téléphone portable. Et il y a cet oubli que entre le soleil et le vent et nos modes de vie, il y a de la matière première pour fabriquer les énergies renouvelables, parce que les énergies renouvelables, ce sont des matières premières qui sont notamment métalliques, les métaux, et notamment les métaux rares, qui sont plus rares que les métaux abondants. Et puis, juste un mot sur les technologies numériques, c'est un peu pareil. Qui n'a pas entendu parler de dématérialisation
Qui n'a pas entendu parler de cloud, le fameux nuage pour stocker ses données? Et donc nous vivons dans cette illusion que finalement le numérique lui aussi, eh bien, c'est un moindre impact de l'homme sur les écosystèmes. Or, toutes ces technologies numériques qui permettent d'améliorer le renouvelable sont elles-mêmes fortement consommatrices de matières première. Et donc nous vivons dans une utopie que nous allons nous affranchir de la matière. Nous vivons dans un monde qui est présenté comme dématérialisé. Or, notre monde n'a jamais été aussi matérialiste et dépendant des matières premières qu'aujourd'hui. Une étude, Ancre, notamment menée par le CEA et le CNRS, dit, compte tenu de nos besoins pour, en général, d'ici les 30 prochaines années, nous allons devoir consommer plus de matières, de métaux, que l'ensemble de l'humanité n'a consommé comme métaux depuis 70 000 ans. Donc c'est vous dire que c'est important d'avoir recours à ces matières, nous n'en prenons pas conscience, et donc voilà le paradoxe entre cette perception et la réalité. Et donc les matières premières, les énergies renouvelables, qui sont vendues comme étant des énergies qui reposent sur l'exploitation d'éléments renouvelables. Qu'est-ce qu'il y a de plus renouvelable que le soleil, le vent? C'est forcément des forces qui sont disponibles à l'infini. Oui, mais ces énergies-là, et les énergies et les technologies numériques qui permettent de les améliorer, passe par l'extraction de matières premières métalliques, puisqu'il faut beaucoup de métaux pour ces matières, pour ces technologies-là, qui, elles, ne sont pas renouvelables. Il n'y a rien de moins renouvelable qu'un métal, y compris d'ailleurs les hydrocarbures. Donc voilà ce paradoxe que je veux poser entre, effectivement, cette perception de quelque chose qui est renouvelable, mais qui, pour être pérennisé, eh bien, nécessite d'épuiser la Terre avec justement la difficulté de renouveler ces ressources métalliques. Oui. Dorothée, vous avez fait la transition parfaite, c'est-à-dire que toutes les matières ne sont pas renouvelables, et c'est bien ça aussi le problème. Et qu'est-ce qu'on entend aussi pour vous par renouvelable? En fait, si on réfléchit bien, et on l'a très bien vu dans le film d'introduction, il a fallu un temps fou pour installer les bactéries qui ont été là pendant, vous avez vu, pratiquement 6 mois du processus justement d'organisation du vivant. Alors, ce qui est très très clair à partir de là, c'est que au-delà de la prise de conscience qu'effectivement il y a cette matérialité dont il va falloir prendre conscience, je crois qu'on ne prend pas conscience du temps qu'il faut. C'est pour ça que je commence par rappeler ce film, du temps qu'il faut pour que ça s'organise. Parce que oui, très bien, le soleil, très bien, il y a des énergies qui sont là, mais il y a du vivant qui a mis tellement longtemps pour exister en tant que le système bactérien, unicellulaire, pour s'organiser. Et en fait, partant de là, il y a une chose très étrange quand on regarde notre moment ici aujourd'hui, c'est qu'on est porté par l'idée de l'illimité, parce que c'est un rêve, on voudrait pouvoir disposer, l'abondance, la disponibilité, donc on veut tout transformer en flux. Et c'est un mythe, l'illimité. Et pourtant, notre modernité s'est installée sur cet esprit qu'on pouvait avoir à disposition, on s'est même organisé à partir de Descartes, pour rendre disponible toute chose. Et donc, on a comme une sorte de mise au pas des moulins, des fabrications pour produire. Et nous sommes à un moment où nous prenons conscience des limites. Je pense que certains dans la salle, comme Jean-François Toussaint, vont parler de ce sujet très nettement. Nous prenons conscience des limites et que dans ces limites, néanmoins, il y a des bonnes nouvelles. Ça me semble extrêmement important. C'est que ce n'est pas parce que nous prenons conscience que nous sommes issus de cette histoire, que le mythe de l'illimité, ça ne va pas, qu'ensuite on s'est inventé l'histoire du durable. Ensuite, on est parti vers le responsable. Et il me semble, et c'est ce que je voudrais un petit peu développer plus avant, c'est que le vrai sujet peut-être qui peut nous aider à grandir ou à saisir ce que nous sommes, puisque c'est bien le sujet de ce que nous sommes qui nous porte pour demain, comme ça a été dit en introduction, c'est la dimension organique. Il est clair, et c'est peut-être pas très très repéré, vous avez parlé tout à l'heure dans la première table ronde de l'énergie. Eh bien, typiquement, ce qui se passe avec le vivant, c'est une rupture par rapport à la dissipation énergétique. Le vivant a inventé un système ouvert, en plus il est ouvert, un système ouvert qui est la lutte contre cette entropie, la dissipation de l'énergie.
et qui permet de retarder cette dissipation par le fait de l'organisation. Donc c'est tout à fait particulier et c'est pour ça qu'il est possible qu'en se tournant vers l'idée non pas de la production, puisque nous avons notre modernité qui a pensé l'idée industrielle comme une production, nous pourrions la transformer dans l'idée d'une régénération, c'est-à-dire que ça veut dire une rupture extrêmement forte et assez radicale, mais peut-être pragmatique, dans la manière de penser la production. J'illustre ça quelques secondes en pensant juste à la bioéconomie, qui est un mot qui n'est pas du tout stabilisé. Certains voient ça comme le moyen d'utiliser le vivant à tout crin et de le rincer comme on a fait avec le reste. Non, une bioéconomie qui considère les logiques du vivant, donc qui va penser à ne pas scier la branche sur laquelle elle est assise, eh bien, une bioéconomie, ça va être de penser avec le vivant des productions. Quand j'ai parlé ici même, en 2009, des nanotechnologies, j'avais évoqué que la meilleure nanotechnologie, c'était le vivant. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec la cellule? C'est qu'on peut lui faire des tas de choses, on le sait, puisqu'on utilise la fermentation pour faire des fromages, du pain, du vin, de la bière, etc. Mais on peut faire des médicaments, l'insuline, les facteurs de croissance, et on peut faire des tas de choses. On peut même faire manger du CO2 aux sorties des métallurgies ou des terminaux pétroliers par des bactéries Clostridium qui sont dédiées à cela. Ça passe peut-être par de la biologie synthétique, on pourra y revenir. Quelle technologie pour faire quoi? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la possibilité d'une autre économie avec le vivant, mais qui va nécessiter de transformer les modes comptables. Et ça, je voudrais qu'on s'attarde sur qu'est-ce que ça veut dire de penser l'économie avec le vivant, parce que l'économie aujourd'hui ne tient pas compte du vivant. Elle n'amortit que les machines, elle n'amortit pas ce qu'elle emprunte à la nature. On l'a vu avec vous, il y a d'infinies possibilités, ça fait plaisir, ça fait du bien à entendre. Mais vous nous avez dit, Guillaume, que en même temps, les matières premières ne sont pas toutes renouvelables. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce que là, il n'y a pas un conflit aussi? Est-ce qu'on ne va pas renouveler à force les problèmes? C'est-à-dire trouver des possibilités, des nouvelles technicités, et en fin de compte, créer d'autres problèmes. En soi, c'est très bien de passer vers le renouvelable, puisque dans ce monde qui est fini, avec des enjeux de rareté qui se posent, on peut définir ce que c'est que la rareté, mais en matière notamment géologique, mais en tout cas, il y a des questions de rareté qui se posent, de pénurie, de criticité. Il faut bien que nous pensions à la meilleure manière d'utiliser des ressources qui soient renouvelables. C'est quoi des ressources renouvelables? C'est les ressources qui proviennent de la nature vivante. C'est les ressources animales, ce sont les ressources végétales. Le bois, c'est renouvelable. On va peut-être construire plus d'immeubles faits en bois plutôt qu'en béton. Et puis, les biocarburants, c'est renouvelable. On peut discuter des biocarburants, mais de fait, un biocarburant, c'est un carburant qui provient de terres agricoles et non pas des ressources fossiles. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers des technologies dites renouvelables qui emploient des matières renouvelables et de la sorte, eh bien justement, de permettre de ne pas manquer de ces ressources dans un âge où les questions de pénurie se posent. Et comme vous m'avez lancé par rapport à ça, en réalité, quelquefois, on est en train, avec les énergies vertes notamment, de créer des énergies renouvelables qui se fondent sur des matières premières qui ne sont pas renouvelables. Parce que dans les panneaux solaires, dans les voitures électriques, dans les éoliennes, il n'y a pas de matière végétale, il n'y a pas de matières animales, il y a des matières minérales. Or, cela n'est pas renouvelable. Et donc, évidemment qu'en pensant régler un problème, en fait, on déplace le problème. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, il faut absolument se débarrasser du pétrole et du charbon, c'est parfaitement juste, c'est responsable du réchauffement climatique. Il faut aller vers d'autres nouvelles générations de technologies qui vont permettre d'éviter de générer des gaz à effet de serre, mais à l'arrivée, on se retrouve avec d'immenses problèmes écologiques qui sont générés par notre dépendance nouvelle à ces matières premières. D'un côté, on essaie de se rendre moins dépendant de ressources carbonées, et de l'autre, en réalité, on se retrouve plus dépendant de ressources qui sont métalliques, et puis il y a également des enjeux économiques et géopolitiques qui se posent. Donc oui, voilà, selon moi, on ne règle pas le problème, on le déplace. Dorothée, comment vous
vous nous avez dit voilà, il faut plus davantage intégrer le vivant. Comment est-ce qu'on intègre davantage ce vivant? Comment on le prend en compte justement? Et en plus, avec ce que vient de dire Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a quand même des limites. Je trouve qu'on a, ces dernières années, vu naître un certain nombre d'aspirations dans les manières de faire l'innovation, avec des désirs sociaux, hein, l'envie de manger autrement, certes, mais aussi beaucoup développent des approches frugales. Ça ne veut pas dire du tout que c'est nécessairement slow-tech, retour à des choses très basiques. Pas du tout. Il va falloir penser de manière judicieuse et pertinente. Mais ce n'est pas du tout impossible. C'est vraiment... moi, je suis frappée, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'ouvrage « L'urgence du vivant vers une autre économie », c'est que la question va être, est-ce que ça va faire système? Ça a été développé tout à l'heure. C'est est-ce qu'on participe au monde d'aujourd'hui ou est-ce qu'on va participer au monde d'après? Et là, ça demande de prendre son souffle, de s'installer, non pas de s'installer justement, d'avoir un jeu d'équilibriste où on va pouvoir prendre un peu ceci, un peu cela, des choses très sophistiquées, des choses très pragmatiques, des choses... Et là, on voit des choses apparaître. Si vous voulez, un exemple qui est frappant aujourd'hui. Tout le monde entend parler de ce fléau des plastiques. Vous voyez cette aspiration sociale de l'après-guerre qui est, pourrait-on avoir des matériaux à tout faire? Voilà, plastique, on en fait n'importe quoi. Génial, voilà, invention. Alors là, c'est des matériaux durables. Mais alors durables, on n'aimerait pas que ce soit durable maintenant. C'est-à-dire que vous voyez comme il y a une époque où on voulait des choses très solides. Je me demande où vont se retrouver. Je ne sais pas ces matériaux, de quoi c'est fait. Mais comment, moi je regarde maintenant tous les matériaux en me disant ça va être quoi dans 20 ans? Où est-ce qu'on va les retrouver dans la terre? Et comment ils vont pouvoir se dégrader? C'est très intéressant de commencer à avoir ce regard. Les plastiques aujourd'hui, alors on est là au niveau politique, on se dit comment on fait? Alors oui, un problème, les cotons-tiges, les petites touillettes, tout ça. Alors on interdit les usages uniques. Mais quand on interdit cela, qui a réfléchi qu'on interdit les bioplastiques qui sont biodégradables? Vous avez aujourd'hui des entreprises, Sphère, Novamont, il y en a partout dans le monde, qui font des plastiques biodégradables. La preuve, c'est que les agriculteurs les utilisent même pour le paillage. Bon. Et que les temps de dégradation, de manière très précise, sont plus rapides que des feuilles de chêne, parce que les feuilles de chêne, c'est épais. Alors, ces gens-là se retrouvent avec une innovation qui est plutôt intéressante et qui n'est pas vue dans le radar. Et ça, le point clé, c'est ça, les radars. Nous ne voyons pas, nous n'avons pas allumé nos lampes pour discriminer ce que nous voulons, ce à quoi nous tenons. C'était évoqué tout à l'heure. À quoi nous tenons? L'exprimer, nous l'exprimons pour notre alimentation, et il faut l'exprimer pour nos vêtements, il faut l'exprimer pour nos voitures. Il y a des fibres de chanvre dans les portières de voitures. Nous pouvons donner notre préférence et essayer de faire en sorte que ça soit encouragé. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des tas d'entreprises, notamment Rocket, mais beaucoup d'autres, qui ont tenté des passages vers des propositions de produits biosourcés, acide l'isosorbide, l'acide succinate, etc. C'est des gens qui ont un mal fou à percer tous les produits biosourcés. L'année dernière, il y a pratiquement eu une quinzaine d'entreprises qui ont dû déposer leur bilan bio en beurre, etc. Parce qu'il n'y a pas les signaux, on retrouve la question du système, qui dit oui, on veut cette préférence-là. Le politique ne dit pas oui, on vous garde, c'est très important votre proposition versus la chimie pétrosourcée. Et tant qu'on aura comme ça quelque chose qui privilégie l'ancien
Je vous rappelle quand même que la chimie, elle a juste un siècle d'amélioration de performance. Et elle se trouve en concurrence avec des produits qui sont en train de se lancer. Et donc, il y a un gros problème, plus le fait que de toute façon, le pétrole est encouragé par tout un tas de systèmes divers et variés. Donc, vous avez une distorsion de concurrence. Donc, il y a un petit souci pour que, de manière globale et de manière très forte, au-delà du climat qui, pour moi, cache la forêt ou cache le vivant, on puisse dire oui, on veut plutôt ce type de choses. Et avec, encore une fois, tout un tas d'innovations qui sont présentes, qui n'attendent que ça pour décoller. Et pour dire oui, on veut ce type de changement, est-ce qu'il ne faudrait pas du courage? Est-ce que c'est pas ça le maître mot? D'abord, il faut d'abord de l'investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande partie de ces solutions dépendent aussi, je vais venir au courage, dépendent aussi de nos capacités à inventer des nouveaux modèles qui permettent de recréer de la renouvelabilité, de la durabilité artificielle. Nous sommes dans un monde qui est un monde dans lequel, effectivement, les produits pétro-sourcés, minéralo-sourcés, donc des produits non renouvelables, sont largement prépondérants dans nos vies technologiques d'aujourd'hui. Et alors qu'il y aurait des tas de possibilités pour aller effectivement vers des produits plus biosourcés. Vous avez parlé du chanvre, excellent exemple d'une plante très solide et dont on peut tout à fait faire des usages divers et variés dans l'industrie automobile. Et à défaut d'avoir recours à ces ressources aujourd'hui, déjà ce qu'on pourrait faire, c'est recréer donc de la renouvelabilité artificielle en recyclant. Le recyclage, c'est quelque part cette idée-là de dire, bon, le fer, c'est pas recyclable, mais au moins, si je recyclais 100% du fer, ça doit être le cas pour le fer, parce que c'est un matériau qui se recycle très facilement, et bien dans ce cas-là, j'améliore et je laisse la matière première, je l'inclus le plus longtemps dans les boucles d'économie circulaire. Je la réutilise le plus longtemps possible, de sorte que je retrouve 50 ans plus tard, dans un autre produit, le même fer que celui que j'utilisais il y a 50 ans. Sachez que tout l'or aujourd'hui en circulation, quasiment tout l'or est de l'or qu'on utilisait déjà pendant l'Antiquité. Donc c'est un métal très renouvelable, c'est normal, il vaut très cher, donc personne n'a intérêt à ce qu'il disparaisse. Je vous dis ça parce que c'est pareil pour tous les métaux que nous utilisons. Aujourd'hui, nous utilisons la quasi-totalité des éléments de la table de Mendeleïev. Et nous multiplions en plus les usages en mélangeant les métaux entre eux, de sorte d'améliorer les propriétés de la matière. Mais donc nous les rendons encore moins renouvelables, en ce sens que c'est très difficile après de les recycler, ces fameux matériaux, parce qu'il faut les désallier, il faut désallier les alliages, et c'est un processus qui est excessivement complexe, qui coûte très cher, et c'est toujours moins cher d'aller à la mine. Donc il faut aller vers l'économie circulaire, et il faut aller vers des modèles économiques qui permettraient de recycler ces produits à un coût qui soit acceptable par rapport à la ressource primaire. Faire que la ressource secondaire prennent plus d'importance que la ressource primaire dans nos modes de vie quotidiens. Et ça passe aussi par du courage, parce que c'est le courage d'investir considérablement, ça passe par là, c'est le courage de prendre la décision politique d'investir, et c'est peut-être aussi pour le courage de la part du politique de dire, il va peut-être falloir que vous fassiez à l'idée que vos technologies coûteront plus cher, parce qu'un matériau rendu recyclable, enfin une technologie à base de matières premières recyclables, c'est plus cher qu'une technologie à base de matières premières primaires. Mais dans ce cas-là, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Et donc ça nécessite du courage de notre part à nous, consommateurs et électeurs, de dire mais oui, mais j'accepte d'aller dans cette direction-là, j'accepte que mes impôts servent à développer un secteur du recyclage de ces matières premières non renouvelables qui va coûter en impôts par exemple, parce qu'il va falloir le subventionner pour qu'il soit compétitif par rapport à la ressource primaire. Et puis ça nécessite un courage en ce sens que ça veut dire que nos modes de vie vont être plus chers. C'est-à-dire que notre téléphone portable, notre électricité vont être plus chers si nous avons ce courage, mais il faut le courage de décider que ça impacte nos portefeuilles, mais il faut bien que nous comprenions que c'est indispensable pour que nos modes de vie soient un peu plus durables qu'ils ne le sont aujourd'hui. Est-ce qu'on ne va pas créer, je m'adresse à vous avant de donner la parole à Dorothée, mais de nouvelles fractures sociales? Si vous demandez de nouveau de payer et d'indexer au portefeuille, il y a quelques gilets jaunes là-bas, si vous voulez leur en parler. Non, vous avez tout à fait raison. Et simplement, juste, je vous pose une question. Est-ce que vous savez quel est le prix des matières premières qui se trouvent dans votre téléphone portable? Allez, il vaut 500 € en moyenne. Quel est le coût des matières premières qui se trouvent dedans? C'est 3 €. Donc, c'est pas 50 €, c'est pas 100, c'est pas 200, c'est 3 €. C'est les composants après qui coûtent cher et le produit fini. C'est la R&D qui coûte cher. C'est la commission du vendeur qui se trouve sur la croisette. Mais vous voyez ce que je veux dire? À un moment, la question c'est
est-ce que je vais faire un effort pour aller vers un téléphone portable avec des produits 100% recyclés? Ça va peut-être me coûter 505 € ou 510 €. Mais donc, je ne sais pas comment répondre à votre question parce qu'elle est parfaitement juste, elle pose d'immenses problèmes sociaux, mais je réponds juste par un exemple que je connais et qui est de montrer que finalement, c'est peut-être pas aussi compliqué que ça n'en a l'air, en prenant l'exemple de cette technologie en particulier, et ce qui peut nous rendre optimistes en ce sens que finalement, l'arrivée, elle est peut-être, enfin, la solution n'est peut-être pas très loin, elle est peut-être à portée de main. En tout cas, elle est monétaire. Elle n'est pas que monétaire. Elle n'est pas que monétaire. Vous avez raison. Enfin, moi, je réponds de cette façon-là parce qu'à un moment, c'est ça le ressort pour que les gens réagissent et que ça oriente les modes de consommation. Et après, bien évidemment que non, ce n'est pas que monétaire. Si vous voulez, vous me lancez sur les nouveaux modes de consommation, mais je ne vais pas vous couper l'herbe sous le pied. Mais bien évidemment qu'il faut qu'il y ait des solutions qui soient non monétaires. On va y venir de toute façon. Est-ce qu'on est prêt, Dorothée Brouez, à faire tous ces changements, ou de toute façon, on n'aura pas le choix, donc il faudra les faire? Est-ce qu'on est au pied du mur? Oui, on y est complètement. On y est, et ça va très très vite. Et ce qui est inquiétant, c'est que on voit les premiers signaux des gens qui vont se monter les uns contre les autres, parce qu'en fait, tout ce champ de développement alternatif qui est obligatoire, que je dirais avant l'explosion de notre civilisation thermo-industrielle, les gens avaient bien l'habitude de travailler avec des matières naturelles, avec du cuir, avec des chevaux, 180 000 chevaux à Paris en 1900. Enfin, l'énergie des chevaux, elle était biosourcée. Le point, c'est qu'on est en train de revenir là, avec une opportunité qui est de revenir à l'idée d'un monde commun, des interdépendances, et que, en fait, on l'a peut-être oublié pendant pas mal d'années à avancer dans un processus hors sol, comme tu l'as très bien décrit, Guillaume. Parce que les technologies se sont pensées comme hors sol. Et là, il y a un point historique que je trouve extrêmement troublant, c'est que le mot environnement, c'est en dehors de nous, hein. C'est vraiment, voilà, ça ne nous concerne pas. Or, depuis une quinzaine d'années, épigénétique, tiens, ce que nous faisons, ce que nous vivons, ça s'inscrit dans notre physiologie. Tiens, on découvre évidemment que le système immunitaire, c'est l'inscription de l'autre en soi. Tiens, le cerveau, c'est l'inscription de l'histoire en soi. Bon. Tiens, on découvre le 80e organe, l'interstitium. Ah, c'est incroyable. Ça montre bien qu'on vit quelque chose qui nous fait être au monde différemment. Ça, c'est très intéressant, c'est ce monde commun. Ce monde commun que beaucoup de nos aïeux ont travaillé parce qu'il fallait partager l'eau, parce qu'elle était rare, la rareté, on avait l'habitude d'avoir des petits canaux, d'ouvrir à certains moments et de la partager. On s'est inventé que non, on ne partage pas. Mais en fait, c'est parce qu'on ne voit plus rien. C'est qu'on ne prend plus. On n'a plus la sensation de ce partage. Mais il n'a pas disparu. La matière, c'est ici et maintenant. Ce n'est pas hors sol. Les agriculteurs, pour ça, sont extrêmement pionniers pour nous, comme, je dirais, inspirateurs, parce qu'ils savent qu'il y a des saisons, que même si elles sont en train d'être extrêmement chamboulées. Mais voilà. Alors, ce monde commun, donc, comment est-ce qu'on va pouvoir fonctionner ensemble? On voit se monter les urbains contre les ruraux, les gilets jaunes contre les écologistes, etc., etc. C'est très, très inquiétant parce que ça montre que le politique n'arrive plus à assumer et à faire vivre cet espace de dialogue qui est qu'il faut traiter des dilemmes. Parce qu'on les a entendus tout à l'heure et on va entendre cela pendant les 3 jours. Nous sommes constamment, pour tout, face à des dilemmes. Les dilemmes de performance. Parce que pour l'instant, on entend les performances techniques, hors sol.
Ah oui, formidable, mon iPhone sait faire ça, 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 etc. Hors sol. L'usager, on ne sait pas trop si c'est vraiment très utile. Bon. Le point, c'est que là, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que on va vouloir à la fois avoir une performance d'un produit, d'accord, on veut qu'il nous permette de cuire un aliment, d'accord, mais on veut que si on utilise le Tefal, ça soit pas toxique, on va vouloir qu'il puisse être recyclé, on va poser des questions, pourquoi est-ce qu'on a conçu comme ça cette casserole, et pourquoi est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? L'innovation. C'est-à-dire que très clairement, et moi je l'ai vu parce que j'ai animé une association qui s'appelait Vive Agora, l'Agora du vivant. Pendant 10 ans, les citoyens adressent des questions et au lieu d'être en bout de chaîne comme ils pouvaient l'être avant les réseaux sociaux, aujourd'hui ils sont en amont, ils ont les moyens de questionner l'innovation et de dire est-ce que c'est bien pertinent ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Nous avons un forum qui s'appelle NanoResp qui questionne le domaine de l'alimentation. Alors, nanotitane dans les aliments, est-ce que c'est vraiment bien utile pour avoir des bonbons bien blancs ? Vous êtes nombreux dans la salle, les plus jeunes peut-être à manger des bonbons. Voilà, est-ce qu'on veut ça vraiment ? Parce qu'on n'est pas très sûr que d'un point de vue innocuité, on ne sait pas bien. C'est un métal, ça s'accumule le titane. C'est comme pour les crèmes solaires. Sauf que l'alternative aux crèmes solaires en nanotitane, ce sont des perturbateurs endocriniens. Dilemme, à tous les étages. Dilemme entre les populations, dilemme entre les solutions technologiques, dilemme entre les performances demandées. Et là, c'est vraiment la question de mettre cela en discussion publique. Alors, il y a eu la perspective de créer une chambre du futur. C'est très important. C'était la demande, la condition même de Nicolas Hulot quand il a accepté d'être ministre. Elle n'est pas née. Et Dominique Bourg, qui était l'inspirateur de ce sujet-là, entre en politique. Il va se présenter comme député européen. C'est vrai, c'est ça le sujet, c'est d'intégrer le temps long, la responsabilité longue pour les générations futures. Ce que nous faisons aujourd'hui, eh bien, ça a des incidences sur nos petits-enfants. Imaginez la montagne de déchets que vous laissez à la fin de votre vie, que vous représentez. C'est pas du tout la même entre les personnes. C'est pas du tout la même. On peut vraiment agir là-dessus. Et quand ça devient systémique au niveau politique, on peut réduire énormément, certainement. Mais encore faut-il qu'il y ait une chambre du futur ou un conseil économique, social, environnemental qui traite de ces sujets-là en vrai affrontement, j'ai envie de dire, parce que c'est de l'affrontement, c'est vraiment du conflit. Nous l'avons vu, ce sont des conflits partout. Il faut ne pas avoir peur du conflictuel. C'est normal, la diversité, elle est bonne, et le conflit peut être dépassé par des solutions qu'on n'avait pas pensées au départ. Vous êtes d'accord sur cette notion de dilemme qu'il faut dépasser et on rejoint vos modes de conversion? On sera dans un dilemme tant qu'on n'aura pas eu un changement politique, culturel sur ces enjeux-là. Et ça rejoint votre question. Si on est dans une approche purement technico-économique, ça peut fournir des solutions, bien évidemment. Mais si on croit que par la science et la technique vont nous sauver et que ça va tout régler, on se trompe bien évidemment totalement. Si on pense que par la grâce d'une voiture électrique et d'un panneau solaire, on va sauver la planète, on se trompe radicalement. Et bien évidemment que ça implique ce dilemme restera tel qu'il est, enfin continuera, se perpétuera, tant qu'on n'aura pas envisagé des solutions qui sont non seulement politiques, culturelles, mais en plus qui ne vont pas forcément coûter d'argent. Parce que vous me faisiez une référence tout à l'heure à ces questionnements vus sous l'angle économique. Mais connaître déjà l'enjeu des problèmes, savoir que nous vivons dans un monde qui est un monde très matérialiste, comprendre qu'un téléphone portable qui paye 120 grammes, en réalité, ça a nécessité 70 kilos de matière en amont mobilisée pour arriver à un résultat de 120 grammes. C'est-à-dire 600 fois plus en amont, 580 fois plus que le produit à l'arrivée. Comprendre que vous et moi, nous consommons en réalité 14 tonnes de matière par an. Alors, c'est pas que nous consommons 14 tonnes, mais mon stylo, il faut 100 fois plus de matière pour arriver à ce résultat-là. Et tout ça, ça fait une moyenne par européen de 14 tonnes par an.
Ça, c'est pas. Enfin, je veux dire, l'argent n'est pas en jeu. C'est une question de culture, c'est une question de connaissance, c'est une question éventuellement de choix politique tourné vers ce type de connaissances-là. Et ça, c'est par exemple un enjeu très civilisationnel. Lutter contre la fuite des déchets, par exemple, parce que c'est bien de dire on va recycler, mais en réalité, les déchets, ils repartent en Afrique. Et vous avez tous dans la tête ces images de décharges de déchets électroniques dans lesquelles des enfants passent leur journée à extraire des petits morceaux de métal pour aller les revendre sur le marché noir. Bon, si nous décidons collectivement de faire en sorte que ces déchets ne s'en aillent pas, si vous et moi allons systématiquement poser dans la bonne poubelle nos déchets électroniques, ça coûtera ni moins cher ni plus cher. C'est juste un changement culturel. Un autre changement culturel, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée des produits. Ça va même vous rapporter de l'argent, paradoxalement. Si vous et moi comprenons que c'est absolument scandaleux que nos téléphones soient plus longs après la mise à jour, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se faire, hein, la justice française commence à être extrêmement dure sur la question, et d'autres pays européens, eh bien évidemment que ça va complètement changer notre rapport à la matière. Dernier changement, qui est également très important, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est d'obliger les industriels à tracer l'origine de la matière, et donc à dire à Renault, à Samsung, à Apple, vous êtes responsables de l'origine de la matière. Vos produits contiennent du cobalt, du lithium, toutes ces matières qui s'extraient dans des conditions socialement et environnementalement très problématiques. Vous ne pouvez pas juste dire « je ne savais pas parce que moi j'ai acheté le composant, le mineur et l'enfant qui creuse pour aller chercher du cobalt dans les mines du Katanga au Congo, c'est pas mon problème ». Non, vous êtes responsable et vous êtes tenu de vérifier d'où vient cette matière première et vous en serez responsable éventuellement devant les tribunaux, et les lois européennes vont dans ce sens-là. Donc vous voyez qu'on est sur des enjeux qui vont bien au-delà des simples questions d'argent, pour prendre un peu de hauteur, qui sont des enjeux qui sont culturels. Et ça remet en cause notre rapport à la modernité également. On le voit bien avec les artistes. On le voit bien avec les artistes aujourd'hui. Regardez, ils parlent des champignons, les moisissures qui sont mises en scène, qui rongent les photos. Les artistes laissent faire le changement. Il y a quelque chose dans le moment que nous vivons où il y a une certaine aspiration à se reconnecter au phénomène, au rythme des choses, tout simplement. Et les artistes le montrent. Enfin, moi, j'en parle énormément. Je pense à Orlan aussi, dans ce qu'elle fait dans son travail, où elle montre comment notre corps a des incidences bien éloignées de l'endroit où nous sommes. Il y a tout un tas de correspondances, il y a tout un tas de résonances. Et j'utilise ce mot en référence au livre d'Hartmut Rosa, qui est tout à fait important, que je prends comme point d'appui pour développer la perspective, au-delà de l'homo economicus que nous vivons aujourd'hui, d'un homo résonance. Pourquoi ? Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est non pas de dominer, puisque de toute façon, on voit bien que, à force de dominer, on se fait dominer par des injonctions du climat, de la nature. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de négociation avec le climat, ni avec la nature. Il n'y a pas de possibilité de négociation. Donc, nous sommes à un moment où cette maîtrise qui était notre horizon doit être revisitée, non pas pour dire il n'y a plus de progrès, mais repenser avec un imaginaire différent de ce à quoi nous aspirons. Et on voit les choses se tisser. On voit très bien qu'il y a une redécouverte des valeurs de coopération, c'est évident. Elles ne sont pas du tout satisfaisantes, parce que le point, c'est que nous avons des injonctions contradictoires dans notre société, notamment par le numérique. Et donc cette homo-résonance, pour moi, est en conflit ouvert avec un transhumain, tout simplement. Un transhumain qui continue l'esprit de la modernité, de la domination. Je ne rends pas de compte, je ne rends compte de rien, et je cherche la performance. C'était le projet des nanotechnologies pour l'amélioration des performances humaines. Non.
ça ne peut plus durer parce que de toute façon, nous sommes face à nos limites. Donc nous n'avons pas vraiment le choix, mais nous avons l'opportunité de penser donc un autre progrès. Et c'est là que vraiment, je trouve, c'est dommage qu'Étienne Klein ne soit pas là, lui qui est tellement attentif à la question du progrès, mais on aura 2 jours pour en parler avec lui. Revisiter des dimensions de ce qui nous tient ensemble, de ce qui nous permet d'avoir un avenir commun, de ce qui peut faire corps. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'environnement. Il y a une alternative à l'esprit, enfin le mot environnement. C'est la mésologie, c'est ce qu'on appelle la pensée avec le milieu. Et c'est vraiment aujourd'hui un état d'esprit qui est tellement en train de se propager comme une traînée de poudre que je crois que ça peut faire système. Merci. Quelques mots de conclusion. Je vais à votre conclure. tour. Oui. Albert Einstein, on ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Wow. Merci à vous deux. Je pense que c'est le temps des questions-réponses avec Alors, la salle. on Pas va tout de d'abord suite. installer, Non, pardon, on j'étais va mettre des pressée. fauteuils, demander à nos amis